Bonjour à tous, le début des JMJ 2008, c'est dans 5 mois, pratiquement jour pour jour, les 23e journées mondiales pour la jeunesse, qui après Cologne en 2005 se dérouleront à Sydney en Australie et à partir du 15 juillet prochain. Cette année, c'est donc aux antipodes de l'Europe que le pape donne rendez-vous à la jeunesse du monde. Les organisateurs attendent au moins 500 000 pèlerins, dont 4 000 Français. Les inscriptions sont ouvertes dans les diocèses depuis plus de 6 mois et encore pour quelques semaines. Alors ce sera un voyage très long, 24 heures d'avion et onéreux, à peu près 2 000 € pour un participant français. Alors pourquoi partir à Sydney, d'autant que plusieurs rendez-vous seront organisés en France, en écho cet été avec ce qui se passera en Australie. Pour en parler, on accueille aujourd'hui 4 invités. Tout d'abord, le père Olivier Teilhard de Chardin. Père, bonjour. Alors vous êtes vicaire épiscopal pour la catéchèse à Paris et délégué diocésain pour les JMJ. À vos côtés, Nathalie Dijoux, bonjour. Bonjour. À 30 ans, vous allez participer à vos premières JMJ, vous nous raconterez cela tout à l'heure. Face à vous, on accueille Jean-François Lemercier. On est obligé d'arrêter, c'est une erreur de régie. Ah. Bon bah voilà. Nous. Bonjour. Ouais, on n'hésite pas à Vous dites vous répondre. bonjour. Oui, oui. Parce que je regardais que manifestement, c'est pas forcément ces images-là qu'il y aura sur place. Alors, ce que vous avez, c'est le retour antenne. C'est le retour antenne, d'accord. Il y a dû y avoir un petit bug à ce moment-là. Ah, d'accord. Vous aviez vu quelque chose qui Non, rien du tout. Non, je voyais que vous. Alors je me disais, bon, mais il n'y a peut-être pas les voix. Quand on vous présente, Oui. on prend un plan sur vous. Voilà. D'accord, ça va. Bonjour, maman. Petit message personnel. Voilà, ça. Bonjour à tous, le début des JMJ 2008, c'est dans 5 mois, pratiquement jour pour jour, les 23e journées mondiales pour la jeunesse qui, après Cologne en 2005, se dérouleront à Sydney en Australie et à partir du 15 juillet prochain. Cette année, c'est donc aux antipodes de l'Europe que le pape donne rendez-vous à la jeunesse du monde. Les organisateurs attendent au moins 500 000 pèlerins, dont 4 000 Français. Les inscriptions sont ouvertes dans les diocèses depuis plus de 6 mois et se poursuivent pendant quelques semaines encore. Alors le voyage sera très long, au moins 24 heures d'avion et puis très onéreux également, à peu près 2 000 € pour un participant français. Alors pourquoi partir à Sydney, d'autant que plusieurs rendez-vous seront organisés en France cet été en écho avec ce qui se passera en Australie. Pour en parler, on accueille 4 invités aujourd'hui. Tout d'abord le père Olivier Teilhard de Chardin. Père, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes vicaire épiscopal pour la catéchèse à Paris et également délégué diocésain pour les JMJ. À vos côtés, Nathalie Dijoux, bonjour. Bonjour. À 30 ans, vous allez participer à vos premières JMJ. Vous nous direz pourquoi tout à l'heure. Troisième invité, Jean-François Lemercier, bonjour. Bonjour. Vous faites partie de l'équipe nationale d'organisation des JMJ 2008.
Enfin, à vos côtés, Christelle Patet, bonjour. Bonjour. À 18 ans, vous avez demandé à faire votre confirmation à Sydney pendant ces JMJ. C'est ce que vous direz dans un instant. Alors, Père, première question. Pourquoi finalement aller à ces JMJ de Sydney? Mon Dieu, pourquoi aller à C'est loin. Sydney? Si loin, si cher, si long? Bien, sans doute pour répondre à l'invitation du Saint-Père, déjà, qui nous y convoque. Tant d'Australiens sont venus en France en 97. Ce serait dommage que des Français ne rendent pas l'appareil en 2007. Et puis, sans doute aussi pour faire l'expérience de changer notre façon de voir. Aller aux antipodes, comme vous le disiez, ça nous invite toujours à changer notre angle de vue sur l'Église et sur le monde. Donc ça, c'est pas idiot non plus d'aller à Sydney si loin. Mais alors, il y a quand même pas mal de choses qui vont se passer en France. Les diocèses vont s'associer à ces JMJ. Alors, est-ce qu'on ne peut pas finalement prier le Christ ici en France? Alors, il y a quelque chose d'être... prier le Christ tous les matins, avant le petit déjeuner et après le petit déjeuner. De ce côté-là, il n'y a pas besoin d'invitation du Saint-Père, il suffit de l'invitation de l'Esprit Saint de ce côté-là. En revanche, aller à Sydney, c'est quand même vraiment communier au grand mouvement d'ensemble qui donne sens au rendez-vous qu'on aura dans les régions, en France. D'ailleurs, c'est une première que, pour des JMJ, on organise autant de rassemblements en France, et tout spécialement à Lourdes. Mettre tout cela en résonance, c'est une opportunité extraordinaire, comment dire, pour montrer le tissu de l'Église, tout ce qui germe, tout ce qui se grandit, tout ce qui converge, et ça convergera vers la nuit des confirmations à Sydney, certainement. C'est pas un luxe quand même, parce que 2 000 € en moyenne, le coût, c'est pas à la portée de tout le monde. Loin de là. Ah non, c'est pas un luxe, non. C'est pas un luxe. Il faut pouvoir y aller. Il faut pouvoir y aller, mais vous savez, les jeunes, ils ont l'habitude de voyager. Je veux dire, s'ils vont pas à Sydney pour les JMJ, ils iront sans doute pour faire des stages à Hong Kong ou à Barcelone ou Dieu sait où, en fonction de ce qu'ils ont à faire. Donc les jeunes se déplacent. Et puis, c'est pas un luxe non plus pour forger des cœurs de missionnaires. Des cœurs de missionnaires à la dimension de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Ah non, c'est vraiment pas un luxe. Nathalie, vous avez 30 ans, vous allez participer à vos premières JMJ. Vous auriez pu aller à Cologne en 2005, c'était moins cher et moins loin. Non, ben j'ai choisi d'y aller maintenant. C'est maintenant que j'ai ressenti l'envie et le besoin de participer à ce genre de rassemblement. Et on est une petite équipe sur Épinay-sur-Seine, très très motivée pour y aller. Et même si c'est pas un luxe d'y aller, c'est vrai que c'est assez difficile. Comment vous faites ? Sur le 93, c'est assez compliqué, mais en fait, on est très très motivés, on se bouge beaucoup, on est très entouré, que ce soit par le Père Benoît qui est en charge des jeunes à Épinay, que ce soit par les paroissiens, par les familles. En fait, on fait des ventes, on fait des concerts, on est présent aux messes, on fait des animations de baptême, on fait tout un tas de choses tout au long de l'année pour pouvoir essayer de payer le moins possible, parce qu'en effet, 2 000 €, c'est pas rien quand même. Et vous, Christelle, le voyage ne vous fait pas peur, au contraire? Non, bah, j'ai peur de l'avion, mais sinon, non. Là, vous J'ai hâte d'y aller. 17 000 km. Oui. Surtout qu'à la nage, ça va être difficile, comme dit le Père Bruno. Donc, le financement dont on parlait à l'instant de ce voyage ne vous pose pas de problème, par exemple? En fait, nous, on a réalisé un projet. C'est que chaque participant, chaque jeune, paye 700 € de sa poche. Et nous, c'est 2 100 € à peu près le voyage. Et les 1 500 restants, à peu près, on les finance collectivement en faisant des petits boulots et plein de choses comme ça. Alors vous des êtes concerts également. Vous êtes dans le diocèse des Yvelines, c'est ça? Oui, voilà. D'accord. Donc c'est au niveau diocésain que ça se met en route? D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous attire à Sydney, par exemple? Est-ce que vous étiez attiré par Cologne il y a 2 ans, Christelle? Non. En fait, les JMJ, j'en avais vaguement entendu parler. J'ai fait ma première communion l'année dernière. Donc, je suis rentrée un peu plus tardivement dans la foi. J'ai découvert tout ça assez récemment. Et c'est vrai que quand le Père Bruno Lirondelle nous a projeté le projet, j'en avais vraiment envie. Et puis quand je voyais mes copains revenir de rassemblements comme le Frat, je les voyais tous heureux, plein de souvenirs, encore plus confortés dans la foi. Alors ça me donne envie, c'est sûr. Et avec peut-être une confirmation par le pape, oui, là-bas. Je prie très fort pour que ma demande soit acceptée. Oui. Comment vous avez formulé cette demande? Comment ça marche, ça? Alors, j'ai fait une lettre de motivation. Ah oui. Avec mon aumônier, le Père Bruno Lirondelle.
il en a fait une également, ainsi que Monseigneur Aumônier de Versailles. Voilà. Donc ça, vous s'est adressé à l'évêque? Oui, à monsieur, je sais plus c'est comment son nom, le responsable des JMJ en France. Jean-François Lemercier, est-ce que tous les jeunes arrivent à trouver l'argent pour partir? Est-ce que vous avez des échos sur ce qui se passe? Alors, les jeunes se mobilisent énormément depuis de nombreux mois pour justement partir au JMJ. Depuis la fin des JMJ de Cologne, certains jeunes se sont dit l'Australie ce sera très cher, c'est dès maintenant qu'il faut s'y mettre, c'est dès maintenant qu'il faut garder de l'argent pour pouvoir partir. Donc il y en a qui ont prévu ça très très tôt. Il y a plein d'initiatives dans tous les diocèses, dans tous les groupes, pour des ventes, des concerts, des petits boulots, pour justement financer ces JMJ. Parce que c'est très clair, 2 000 €, c'est très cher. Oui. C'est très cher. Tout le monde ne peut s'offrir ça. Et tout le monde ne peut pas s'offrir ça. Et donc justement, les groupes ont essayé de faire en sorte que le maximum de jeunes puissent partir, et aussi que des jeunes qui n'ont pas les moyens de partir puissent, par l'intermédiaire de toutes ces actions, puissent partir au JMJ. Alors, pourquoi faut-il partir à Sydney cet été? C'est la question que nous avons posée à Monseigneur Anthony Fisher, évêque auxiliaire de Sydney. On l'écoute. Sydney, Australie, une des villes les plus jeunes au monde, sur une des terres les plus anciennes. Atteint de plein fouet par la sécularisation et le matérialisme, le pays des JMJ 2008 est touché par une désertion de la pratique religieuse, particulièrement aiguë chez les jeunes. Pourtant, une profonde recherche intérieure anime ces jeunes. Très peu d'Australiens sont authentiquement athées. La plupart des jeunes sont en recherche de sens, de transcendance, quelque chose de plus grand que juste gagner beaucoup d'argent, avoir une grande carrière. Beaucoup cherchent dans des directions étranges, les spiritualités New Age, les drogues, les rave parties, même les scarifications. Toutes ces choses présentes dans la culture jeune révèlent en fait une fin profonde de quelque chose de meilleur, de plus grand, de plus beau, de plus vrai que ce qu'ils voient autour d'eux tous les jours. Et alors que la croix et l'icône des JMJ voyagent partout en Australie, de grandes foules de gens viennent pour voir ces symboles anciens. Et pourquoi sont-ils attirés? Pourquoi veulent-ils les embrasser, les toucher? Pourquoi pleurent-ils? Parce qu'au plus profond de leur cœur, ils sont assoiffés de Dieu, d'une spiritualité authentique et non pas d'une spiritualité de supermarché avec un peu de ci ou un peu de ça. J'ai donc une grande confiance dans ces JMJ. Sans être magique ni convertir tout le monde et faire de nous des saints instantanément, mais pour beaucoup de jeunes, ce temps va changer leur vie. Parmi les jeunes du monde entier, les jeunes français sont donc attendus avec une impatience toute particulière. C'est vraiment important pour nous que les jeunes Français viennent ici pour les JMJ, parce que les Français étaient présents au tout début de notre Église. Les Français ont en fait apporté la foi chrétienne, la foi catholique, partout dans le Pacifique. Beaucoup de nos premiers évêques du Pacifique étaient français, et notre toute première messe, célébrée en Australie, l'a été par un prêtre français. Alors nous avons cette mémoire que notre Église, depuis ses tout débuts, a été aidée par les Français, et nous avons de nouveau besoin de votre aide, de votre foi. Nous avons besoin que vos jeunes viennent ici à nouveau avec un esprit missionnaire aux extrémités de la terre, comme Jésus nous l'a demandé dans ses dernières paroles. Apportez l'évangile, venez témoigner, donnez-nous l'exemple de votre foi à nous en Australie. Nous avons besoin d'être renouvelés par votre foi. En retour, nous vous promettons notre hospitalité, notre accueil chaleureux quand vous viendrez en Australie. Ce sera un temps magnifique pour nous tous et nous voulons vraiment, d'une manière toute spéciale, voir la jeunesse de France nous apporter la foi de nouveau. Tout dépend de vous. C'est donc le message de l'Église d'Australie aux jeunes Français. Alors, des Français très attendus, Père, en Australie, visiblement. Mais c'est ce que j'entends. À l'histoire de ce pays. Oui, c'est ce que j'entends et que je trouve très touchant en écoutant Monseigneur Fisher. Et nous, ce qui nous motive beaucoup aussi, c'est que les jeunes, et aussi comme nous, prêtres, nous puissions voir vraiment la fécondité de l'Évangile. C'est-à-dire qu'allant là-bas, on puisse voir ce que l'Esprit Saint a fait grandir déjà. Alors pourquoi le Vatican a choisi l'Australie comme prochain pays d'accueil des JMJ? Je pense parce que nous n'y étions jamais allés. C'est pas la seule raison. Parce que c'est sans doute un pays très occidental, en plein milieu de la zone asiatique.
Donc elle est peut-être très typique de tous les mouvements qui touchent la mondialisation aujourd'hui. Voilà, et puis c'est un continent considérable qui n'avait pas reçu encore la visite des JMJ. Les Philippines l'ont reçu, le Brésil l'a reçu, les États-Unis, l'Europe à de nombreuses reprises. Jean-François Lemercier, quel est l'enthousiasme en France pour ces JMJ de Sydney aujourd'hui? L'enthousiasme est important, mais c'est vrai que c'est un peu difficile de palper l'enthousiasme à plus de 6 mois de l'événement. On voit tous les groupes qui travaillent, mais ils travaillent déjà depuis de nombreux mois sur leurs projets, sur leurs déplacements. Donc mais c'est quelque chose qui est assez loin. Alors qu'en Australie, c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'aller à 2 reprises pour la préparation. C'est quelque chose qui bouge énormément chez eux, notamment avec la croix et l'image de la Vierge qui fait tout le tour du pays. Quand on va dans la rue, on demande à un Australien, les JMJ, Sydney, en 2008, juillet, ça ils le savent, ils ont conscience de ce qui va se passer? Je n'ai pas fait un énorme sondage, mais c'est vrai que oui, on parle des JMJ, ils en ont plus ou moins entendu parler, parce que aussi, il y a eu pas mal d'échos dans la presse sur les lieux où allait avoir lieu le rassemblement, donc indirectement, ils en ont entendu parler. Et en France, par rapport à d'autres JMJ précédentes, est-ce que vous avez l'impression que l'effervescence est moins impressionnante ou non, je ne dirais pas qu'elle est moins impressionnante parce que les jeunes ont quand même l'habitude de vivre un peu du jour au lendemain. Et donc là, on a une grande chance de justement avoir la possibilité de mobiliser les jeunes de nombreux mois avant. Et donc, dans l'actualité, on n'en parle pas tous les jours, mais c'est tout à fait normal. Alors vous en êtes tout dans la phase de préparation de ces JMJ à 6 mois à peu près de l'événement? À 6 mois, les choses se déroulent bien. C'est vrai qu'on a commencé à travailler il y a déjà plus d'1 an sur la préparation, notamment sur tout l'aspect logistique et les transports, parce que partir en Australie, ça se fait pas comme ça. Il faut pouvoir prendre des avions, les places dans les avions sont comptées, toute l'Europe veut aller en Australie. Faut savoir aussi que déjà, il y a un trafic qui est très important, un trafic aérien qui est très important vers l'Asie et vers l'Australie. Donc on a fait un travail en amont pour pouvoir bloquer des places dans les avions pour permettre au maximum de jeunes de partir. C'est quelque chose qui est très compliqué. On n'a pas encore résolu tous les problèmes sur les avions qu'on aurait voulu et qu'on voudrait avoir, mais on a déjà plus de 4000 places et donc les projets sont déjà bien en route. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à quand? Les inscriptions sont ouvertes un peu dans la limite des places disponibles, mais on peut espérer avoir des inscriptions jusqu'au mois de juin. Comment on s'inscrit d'ailleurs? Comment ça se passe? C'est très simple. Il faut prendre contact avec le responsable diocésain ou le responsable de la paroisse ou du mouvement, de la communauté dans laquelle les jeunes sont investis. Donc c'est dans son diocèse. Voilà, tout à fait. Et il y a des responsables dans chaque diocèse qui, justement, ont préparé déjà depuis de nombreux mois et qui peuvent répondre aux questions pour quels sont les projets. Il faut savoir, en fait, qu'il n'y a pas une formule pour tous les Français. Dès le début, en fait, les jeunes et les responsables de groupe ont construit des projets parce que aller en Australie uniquement pour 10 jours, c'était très cher pour très peu de temps. Et donc les groupes ont profité de ce passage vers l'Australie pour aussi faire des arrêts, soit à l'aller, mais plutôt surtout au retour, dans des communautés chrétiennes en Asie. Et donc ça, c'est des choses qui se sont faites sur mesure, qui se sont travaillées et qui avaient besoin de se préparer. Donc il y a des projets qui sont assez divers et qui sont très intéressants dans tous les coins de France et dans tous les groupes. Est-ce qu'on a besoin d'un visa, par exemple, pour partir en Australie? Comment ça se passe? Ces formalités, c'est aux participants de les faire? Tout est pris en charge en fait dans l'organisation. Il y a des accords qui ont été pris au niveau de l'organisation australienne avec le gouvernement pour justement un peu simplifier les choses. Tous les pèlerins qui ont la nationalité française, c'est relativement simple. On s'appelle une ETA, c'est juste une autorisation d'entrer dans le territoire qui est pris en compte en fait dans l'inscription automatiquement. Donc on n'a pas besoin d'aller faire la queue à l'ambassade, par exemple, ce genre de choses. Tout ça, c'est relativement simplifié. Alors, concernant ceux, on en parlait tout à l'heure, qui n'ont pas forcément le budget pour... En dehors des ventes et des opérations qui peuvent se faire dans les paroisses, type concert, vente de gâteaux ou autre, est-ce que l'Église aide ces jeunes qui souhaiteraient quand même partir et qui n'arrivent pas à amasser 2 000 €? De quelle façon? Évidemment, oui. Chaque diocèse s'organise, débloque un budget plus ou moins important. Pour le diocèse de Paris,
nous avons décidé de faire appel à la générosité de donateurs habituels. D'accord. Ceux qui nous aident pour les grands événements du diocèse, que fut la Toussaint 2004 ou la campagne du catéchisme, ont été sollicités une nouvelle fois, comme pour Cologne. D'accord. Et personnellement, je suis très surpris et émerveillé de la réactivité. Nathalie, les fidèles dans votre paroisse, par exemple, comprennent quand vous les démarchez pour partir à Sydney, ça coûte cher, il faut de l'argent, ils sont à l'écoute? Comment ça se passe? Alors, c'est justement ce qui est très encourageant, c'est que dans la Seine-Saint-Denis, tout le monde sait que c'est un département un petit peu difficile, et que, on n'a pas forcément de grandes finances, mais ce qui nous encourage, nous, vraiment, c'est que les paroissiens sont présents. Les familles sont présentes. On a par exemple une chorale à l'église de Saint-Médard qui chaque année fait 2 concerts par an qui sont absolument gratuits, et qui cette année en a fait un en demandant à la fin du concert exceptionnellement aux gens de participer. Ils se sont montrés très très généreux parce qu'en effet en leur présentant le projet ils comprennent et ils nous soutiennent, sachant que pour tout le monde il est très clair qu'il ne s'agit pas de vacances mais d'un pèlerinage, aussi bien pour les jeunes qui partent que pour les paroissiens. Et on est très entourés. Jean-François Le Mercier, alors on peut également partir en tant que bénévole au JMJ. Comment ça marche, ça? Alors, comme pour toutes les JMJ, en fait, l'organisation a besoin de bénévoles un peu tous les pays. C'est vrai qu'il y aura sur ces JMJ moins de bénévoles français qu'il y a pu avoir sur les éditions précédentes, notamment Rome ou Cologne. Tous ceux qui voudraient être bénévoles doivent s'inscrire sur le site australien des JMJ et nous envoyer une copie à l'équipe nationale JMJ de leur candidature pour que les demandes puissent être prises en compte. Et qu'est-ce qu'ils auraient comme activité sur place ? Les activités seront diverses et en fait tout n'a pas encore été établi, quels seront les postes. Il faut savoir que l'organisation australienne est une énorme équipe de professionnels qui travaillent depuis de nombreux mois et donc ils ont un processus de recrutement. Ils ne prennent pas des bénévoles pour prendre des bénévoles, ils vont prendre des bénévoles en fonction des boulots qu'il va y avoir réalisés pendant la semaine. Et dans ces cas-là, les frais sont pris en charge, billets d'avion, logement ? Non. L'équipe australienne prend en charge l'hébergement et la nourriture pendant les JMJ, avec le pass JMJ, mais les transports sont à la charge des participants. Comment va se faire l'accueil pour les pèlerins, cette fois à partir du 15 juillet à Sydney? Où vont-ils dormir? Alors l'accueil, il faut savoir, c'est qu'il y a des jours dans les diocèses avant les JMJ. Voilà, la semaine qui précède. En fonction des projets, il y en a qui vont en Nouvelle-Zélande, qui vont dans différentes parties de l'Australie. Alors comme l'Australie est vraiment énorme, c'est un peu 2 voyages, parce que ceux qui sont complètement à l'opposé, c'est très loin. Pour les journées à Sydney, tout le monde va converger. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ça qui n'est pas au bouton facile à comprendre, c'est que le fonctionnement en Australie est un système anglo-saxon. Et il y a le centre de Sydney, avec les images qu'on connaît tous, l'opéra, le pont... donc la baie, enfin voilà, la partie, ça c'est vraiment le centre, et ça c'est une toute petite partie de Sydney. Sydney s'étale sur un carré entre 50 sur 50 km, et donc tous les pèlerins seront hébergés dans ce carré de 50 km sur 50 km. Et chez l'habitant ou dans... Alors il y aura un peu tout, il y aura les habitants, il y aura toutes les écoles, les gymnases, il va y avoir un peu tout. D'accord. Et sur place, alors quel est un petit peu le programme des festivités du 15 au 20 ? Alors on est sur un programme assez similaire aux autres JMJ. Il va y avoir d'abord l'arrivée qui va se dérouler 13, 14, 15 des groupes, parce que tout le monde ne peut pas arriver en même temps en fonction des capacités des avions. Le 14, il y aura probablement un rassemblement pour tous les Français sur Sydney. Et après, on va rentrer dans le programme normal des JMJ avec la cérémonie, la messe d'ouverture. Il va y avoir les 3 jours de catéchèse et de festival de la jeunesse. Pendant ces 3 jours, il va y avoir aussi l'accueil du pape qui va se faire dans la baie de Sydney. Et il va y avoir aussi le chemin de croix le vendredi. Le samedi, dimanche, ce sera le rassemblement final qui aura lieu sur l'hippodrome de Randwick, l'hippodrome de Sydney. Est-ce qu'il y a des Français sur place où vous y allez de temps en temps? Vous y êtes déjà allé en Australie pour repérer les lieux? Comment ça se passe? Voilà, moi j'ai déjà été 2 fois avec Monseigneur Jacquin qui est responsable des JMJ pour la France.
pour pouvoir justement préparer l'arrivée de tous les Français, toutes les questions logistiques et aussi pastorales. Et il y a des Français qui sont sur place et qui travaillent aussi dans l'équipe australienne. Alors quel temps il va faire au mois de juillet? Il va faire... On ne va pas dire très froid, mais il va faire relativement froid. Sinon, ça va être dissuasif. Alors. Non, c'est pas dissuasif, mais c'est vrai qu'il ne faut pas, quand on voyait les belles images tout à l'heure, on se disait, c'est pas vraiment comme ça. Le temps de saison. Voilà, c'est l'hiver, au mois de juillet. Donc on va partir juste... avec sa polaire JMJ. Voilà, c'est la polaire JMJ qu'il faut emmener. On a justement été l'année dernière au mois de juillet pour pouvoir un peu voir comment ça se passe à cette même époque. Il peut faire entre 5 et 15 degrés et il peut faire de la pluie. Mais bon, malgré tout, voilà, il ne faut pas imaginer qu'il va faire 30 degrés, qu'on sera en t-shirt toute la journée. Ouais. Mais bon, c'est pas vraiment un souci. Alors Nathalie, Jean-François le disait tout à l'heure, vous allez faire étape dans d'autres diocèses et fait nouveau dans un autre pays. Normalement on s'arrête dans d'autres villes du même pays, du pays qui accueille les JMJ. Là vous allez vous arrêter en Corée, c'est bien ça? Corée du Sud, tout à fait. Comment vous accueillez cette nouvelle? Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va? C'est peut-être justement un des aspects qui nous pousse encore plus, surtout pour les plus âgés entre guillemets du groupe, à aller là-bas. Parce que quand on réfléchit d'abord à l'aspect JMJ Sydney dans un premier temps, c'est vrai qu'on peut se dire que c'est exotique comme destination, surf, mer, etc. Mais non, c'est l'hiver, donc pour le surf et le soleil, c'est mort. C'est quoi là? Et c'est vraiment un aspect de pèlerinage. Maintenant aussi, il y a l'aspect de la rencontre de l'autre. Donc on peut également se dire qu'en Australie, les Australiens sont quand même des gens qui ont une culture assez proche de la nôtre. Maintenant, il y a tous les autres pèlerins qui sont là et à la rencontre de qui on va aller, et il y a ça qui est intéressant. Mais c'est vrai que l'aspect Corée du Sud, on y va parce que notre évêque, Monseigneur de Béranger, a vécu très longtemps là-bas. Je crois que c'est à peu près 17 ans, quelque chose comme ça. Donc il a des liens très forts là-bas. Et là, c'est vraiment la rencontre de l'autre aux antipodes, de l'autre dans toute sa différence, dans sa culture, dans sa manière de pratiquer. Et c'est vraiment plus, à la limite, c'est presque plus ça qui nous encourage à y aller. Hein. Vous, Christelle, vous serez à Hong Kong? Oui. On fait une escale de 4 jours à Hong Kong. Pourquoi Hong Kong? On va aller vers d'autres communautés chrétiennes asiatiques. On va découvrir d'autres églises, d'autres façons de faire une messe. C'est quelque chose qui vous met en joie aussi? De quelle manière vous l'appréhendez ou vous l'imaginez? Je ne sais pas encore, hein, mais j'ai envie de voir. Il faut échanger, partager. D'accord. Pourquoi pas? Finalement, qu'est-ce que vous en attendez de ces JMJ, vous, Nathalie? Alors, personnellement, j'en attends... faut savoir que avant tout, les grands rassemblements, c'était pas du tout quelque chose qui m'intéressait. Puis au fur et à mesure, en accompagnant des plus jeunes en confirmation, au Frat, à Jeanville, au Mont-Saint-Michel, à ce genre de rassemblement, on y prend goût et on se rend compte que il y a quelque chose qui se dégage de là, il y a un élan. Et de ces JMJ, c'est ça qu'on attend, c'est-à-dire quelque chose qui nous donne davantage d'élan pour être actif en paroisse, pour être actif auprès des autres, et que ce petit groupe qui part soit vraiment un élément vivant et entraînant pour la ville. Ouais. Et vous, Christelle? Plutôt parce que j'ai jamais fait de rassemblement, que ça donne envie, que c'est grand, c'est beau. Et là, plus particulièrement, les JMJ, c'est de voir un peu la force, Dieu qui nous pousse quand même à aller quelque part. On va être des jeunes du monde entier, voir l'importance de la jeunesse chrétienne. Beaucoup de choses comme ça. Alors, il arrive parfois des événements inattendus pendant les JMJ. C'est le cas pour Céline et Renaud, qui se sont connus au JMJ de Cologne, c'était en 2005. Mariés un an plus tard, ils se préparent à vivre les JMJ de Sydney. Heureux hasard, le couple habite cette ville. François Lespès et Guillaume Roubert l'ont rencontré. Alors, notre rencontre, brièvement, ça s'est fait à Cologne au JMJ 2005. On était dans le même car et on a partagé une expérience spirituelle très forte. Moi, je travaille à Lyon, Céline travaille à Paris, donc pendant à peu près un an, on a fait les trajets Lyon-Paris pour se voir à travers une association aussi à bras ouverts à Paris pour les handicapés. Donc on s'est un peu revus à travers cette association. Et puis rapidement, on s'est vite engagés l'un et l'autre. On s'est rencontrés dans cet esprit-là, qui n'était pas forcément un esprit vacances uniquement, mais un esprit
le sens de notre vie. Et puis après ça, on crée notre projet de couple sur la foi, qui est importante. Pendant les JMJ, j'ai beaucoup prié pour notre rencontre et pour que ça aille plus loin. Et ce qui nous a rapprochés, Renaud et moi, c'est que je me posais des questions, je rentrais dans la foi, que Renaud, il en sortait un peu, il posait beaucoup de questions, il remettait tout en cause, toutes les pratiques en cause. Et moi, naturellement, j'y venais, quoi. J'allais prier, j'allais me confesser, donc je l'ai un peu pris par la main, et puis on a repris le chemin ensemble. Et puis on s'est mariés en novembre 2006. Je partais sans aucune attente, si ce n'est rencontrer des jeunes. Ça, j'en étais sûre que j'allais rencontrer des jeunes de cultures différentes. Je me souviens d'un pèlerinage. On chantait en même temps, on se parlait pas, donc on essayait de se recueillir. Et à côté, il y avait c'était la cohue. Ça criait dans tous les sens, dans toutes les différentes langues. C'est vraiment une expérience extraordinaire. À la fois de recueillement et à la fois de partage de foi, d'expérience, de culture. Moi, j'encourage vraiment les jeunes qui viennent à prendre le temps avant les JMJ. C'est pas uniquement l'événement où le pape est là, c'est tout le cheminement spirituel et faire un break par rapport aux études. Et puis, c'est un cheminement de foi et ça prend du temps. S'écouter, le temps du silence, le temps de lecture d'évangile, le temps de partage, le temps des enseignements. C'est une période, quelque chose qui permet vraiment de s'ancrer profondément dans la foi et dans l'écoute de l'Esprit Saint. C'est encore un jalon dans notre histoire de couple. On sera là, et puis on verra ce qu'on va recevoir. Et c'est un peu par des périodes et des moments comme ça, des temps partagés en communauté, mais aussi avec Dieu, où on ancre sa vie et dans des directions différentes. Et s'il n'y avait pas eu de JMJ dans ma vie ou dans la vie de Céline, ça aurait, vis-à-vis de notre couple, mais vis-à-vis de notre vie de foi, ça aurait été très différent. Voilà, à quoi tu m'appelles, Seigneur, voilà. Fais-moi ce qui te plaira. Et voilà, la réponse est là. Nathalie et Christelle, est-ce que vous espérez rencontrer votre mari à Sydney? Personnellement, non. Mais ça peut arriver. Oui, mais c'est pas dans mes projets. Donc, ça peut arriver. Mais cela dit, c'est une réalité. Il y a certaines personnes qui partent dans l'espoir de faire des rencontres amoureuses. Et Jean-François, il y en a statistiquement beaucoup des couples qui se forment au JMJ ou pas? Oh oui, il y en a, mais comme à partir du moment où les jeunes se rencontrent, c'est assez normal. Il n'y a pas des statistiques, on est désolé, on ne sait pas combien. Parce que Père Olivier, il y a cette dimension quand même de rencontre qui peut être aussi rencontre amoureuse et de toutes sortes. Ah oui. Est-ce que vous, en tant que prêtre, vous avez aussi un peu à veiller à ce que ça se passe ou non? J'ai beaucoup aimé le témoignage de Renaud, qui rejoint l'attente du Saint-Père profondément. Se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint. Et si chaque jeune se met à l'écoute de l'Esprit Saint, et les prêtres aussi, chacun de nous, eh bien, il se passe des choses étonnantes. Et vous avez des jeunes qui se décident à se consacrer à Dieu, qui rentrent au séminaire, ou qui se fiancent, et qui se mettent au service de l'Église, de leur paroisse. Je veux dire, une rencontre comme ça, on sort toujours transformé, mais on ne sait pas d'avance comment. Et c'est vrai, on ne sait pas très bien ce qu'on va recueillir. Ce que je retiens seulement, c'est que pour le voir dans ma paroisse du 19e de Paris, à la Villette, c'est que les jeunes qui ont décidé de partir, déjà le simple fait de s'être décidé, il y a déjà une aurore qui précède le jour. Il y a un projet qui se met en place. Et l'Esprit Saint est déjà donné de le simple fait de se décider. Et ils ont une force, ces jeunes-là, incroyable pour aller susciter des telles choses. Alors Père, la préparation spirituelle d'ailleurs dont parlait Renaud, en quoi c'est important peut-être de cheminer au fil des mois avant d'aller au JMJ? C'est important parce que pour deux choses. D'abord habiller son cœur, comme dit le renard au Petit Prince. Et puis aussi parce que c'est ça qui fait la différence entre un voyage touristique
et un pèlerinage. Entre aller voir des choses, les paillettes scintiller, ou la joie simplement d'un rassemblement de façon un peu extérieure, et la communion intime, spirituelle, entre nous, dans l'Esprit Saint, avec Jésus. Et là, cette préparation, il faut vraiment s'entraîner à reconnaître l'Esprit. Et le désir le plus cher du Saint-Père, c'est que les jeunes, avant même de partir, aient pu se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint, l'avoir découvert comme l'âme de leur vie, comme l'âme de l'Église, déjà avant de partir. Et cela sera confirmé véritablement à Sydney. Christelle, comment, vous qui allez justement être confirmée à Sydney, comment vous vivez cette préparation? Alors, tout d'abord, l'Esprit Saint, je vais y réfléchir toute l'année, donc ça tombe bien, c'est mon thème. Et parallèlement à ça, on a un groupe de jeunes qui s'appelle Groupe Saint-Martin, un groupe d'étudiants. Et une fois par mois, tous les samedis soirs, on prie pendant 2 heures, on chante, on lit un peu des passages de la Bible, on y réfléchit. Si on a envie de porter des prières, on les dit. C'est un moment intime et ça fait du bien, on y ressent beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous attendez de cette confirmation que vous allez vivre, alors peut-être à Sydney avec le pape? Qu'est-ce que vous en attendez de ce moment-là? Ah là là. J'espère déjà que ce moment-là existera. Ça me ferait énormément plaisir. Et après, j'aimerais tellement recevoir l'Esprit Saint, bon, que ce soit du pape ou de quelqu'un d'autre. Et après, revenir, porter la bonne nouvelle, je sais pas, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Il n'y a pas de mots. Vous avez l'air très motivée en tout cas. Oui. Nathalie, vous êtes un peu plus grande, j'ai envie de dire. Vous vivez peut-être les choses, cette préparation un peu différemment. Je n'ai pas dit ça. Vous avez plus d'expérience. Oui, si on veut. Hein. Et cette préparation, vous la vivez donc un peu différemment. J'imagine que vous n'y allez pas pour être confirmé ou peut-être si d'une autre manière, je ne sais pas. C'est la continuité de la confirmation, puisque justement, c'est vrai que, d'ailleurs, la lettre du pape le dit, on est appelé par l'Esprit. Hein, et c'est vraiment le thème des JMJ cette année. Et c'est l'Esprit Saint, c'est tout au long de la vie. Moi, ma confirmation, je l'ai fait, j'avais 15 ans, donc il y a 15 ans. Et ce rassemblement, c'est justement raviver un peu cette flamme, hein, raviver, enfin se rappeler la mission qu'on a. Et c'est dans la continuité. Hein. Alors justement, ce thème dont vous parliez, le thème de ces JMJ à Sydney, est tiré du livre des Actes des Apôtres. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors des témoins, une phrase que commente Monseigneur Anthony Fischer. On regarde. Nous pensons que ce thème a été choisi parce que le nom donné à l'Australie par les premiers explorateurs européens était Terra Australis del Spirito Santo. Donc le nom d'origine de notre pays est la terre australe du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement un souvenir historique, mais une promesse pour ce pays et pour les jeunes qui viendront au JMJ. Nous avons besoin d'une nouvelle Pentecôte en Australie, d'une nouvelle naissance pour notre Église, d'une nouvelle énergie, une nouvelle vitalité. Nous attendons avec impatience cette rencontre du Saint-Esprit pendant ces JMJ. Mais Jésus nous donne le Saint-Esprit non pas seulement pour que nous nous sentions bien au chaud avec le feu du Saint-Esprit, mais pour que nous ayons la passion de sortir dans le monde pour être des témoins de Jésus-Christ. Nous partageons la foi de Jean-Paul II et de Benoît XVI, que les jeunes puissent vraiment être des apôtres pour ces temps nouveaux, qu'ils puissent aller le cœur plein du feu de l'Esprit Saint dans le monde entier, comme missionnaires évangélisés. Alors, quand cette graine sera plantée lors de ces JMJ, quand le feu viendra dans les cœurs, qu'ils puissent repartir pour changer l'Australie, changer le monde. Le thème de l'Esprit Saint. Alors Père, est-ce que finalement chaque thème des JMJ est lié au pays d'accueil? Est-ce que c'est un choix qui correspond au pays ou pas? Ah, je crois. Pour Cologne, le choix des rois mages était dicté par cette tradition, que les rois mages, les reliques des rois mages étaient recueillies là. Et c'était une invitation à rencontrer personnellement le Christ, venir l'adorer avec cette convergence des nations. Et là, sur la terre australe du Saint-Esprit, comme on le lit sur les cartes des Portugais, eh bien, on est invité à voir l'Esprit qui fait toutes choses nouvelles. Mais pas à partir de rien,
à partir de la grande tradition de Marie et des apôtres. Et donc, les JMJ nous placent à cette césure entre l'Évangile et les actes des apôtres, où l'Esprit Saint n'est pas encore complètement donné, mais où Marie et les apôtres prient pour que l'humanité le reçoive. Et ça, c'est un moment unique dans l'histoire sainte, de même que l'adoration des mages était un moment unique dans l'histoire sainte, mais là, on est à la charnière entre les temps apostoliques et les temps présents, dans l'unité de ce que Dieu fait. Et ce jaillissement, quand même, quand vous voyez le thème des JMJ avec ce buisson ardent de l'Esprit Saint qui vient transformer le monde, c'est quelque chose de prodigieux. Et donc, oui, je crois qu'il y a quelque chose de singulier dans chaque JMJ. On va le remontrer d'ailleurs, parce que la n'a pas eu le temps de... Voilà. C'est la croix de Jésus qui jaillit du buisson ardent. Alors ça peut être le buisson de Moïse, c'est le buisson de la foi, c'est le cœur ardent, c'est le cœur vibrant de l'Église. C'est Marie qui porte Jésus et qui nous la donne. On voit aussi un peu l'opéra de Sydney, c'est ça? C'est l'opéra de Sydney qui est derrière. Mais oui, c'est l'opéra de Sydney qui est derrière, oui. Ouais. C'est transfiguré. Comment vous appréhendez ce que dit le Père, ce que vient de dire le Père à l'instant? Comment vous l'accueillez? C'est toute l'importance en fait de la préparation spirituelle pour les JMJ. Les JMJ, c'est pas un petit quelque chose qui se déroule au milieu de 3 années ou 2 années. C'est quelque chose qui s'inscrit dans une démarche. Et c'est pour ça qu'il y a toute cette préparation et le thème des JMJ. Si le pape donne le thème des JMJ 1 an, 2 ans, 3 ans avant, qui donne un message, c'est justement pour préparer et pour approfondir le thème et approfondir aussi les cœurs. Et c'est toute l'importance en fait de cette préparation qui se déroule pendant de nombreux mois. Vous, Jean-François, vous avez participé à pas mal de JMJ, donc à chaque rencontre, il y avait un thème qui correspondait bien à chacun de ces pays. Hein. Vous l'avez ressenti, ça? Les thèmes, à chaque fois, sont une importance particulière, notamment aussi parce que le thème est après décliné pendant les 3 catéchèses et aussi pendant la veillée, la messe. C'est tout un fil conducteur qui permet de focaliser sur un thème particulier. Et les thèmes ont un sens les uns avec les autres, année après année, Père? Oui, très clairement. Très clairement, j'y réfléchissais en écoutant Jean-François. Il y a 10 ans à Paris, le thème était le baptême. À Cologne, le thème était davantage eucharistique. Là, c'est la confirmation à Sydney. Et dans sa catéchèse pour Sydney, le Saint-Père nous rappelle l'importance des 3 sacrements de l'initiation. Et nous voyons bien qu'il y a vraiment une catéchèse continue sur plusieurs années. Et ce qui est très beau, et Monseigneur Lustiger l'avait très bien vu quand il m'a demandé de m'occuper des JMJ de Cologne, il y a 3-4 ans maintenant, ce qui est très beau, c'est qu'il y a une progression dans l'esprit des jeunes. C'est-à-dire qu'il y a, dans les premières JMJ, il y a une 20aine d'années, on y allait, c'était un très grand rassemblement. Un petit peu limité, une belle fête. Est-ce qu'on allait justement à ces JMJ du temps de Jean-Paul II, pour le pape ou pour l'événement? Pour le pape et l'événement, le pape qui crée l'événement, c'était un peu les deux. Jean-François? Moi, je pense que de toute façon, l'événement, c'est le pape qui invite. Donc on peut peut-être dire qu'on y va pour le pape, mais pas uniquement. Ce sera mes 5e JMJ. J'ai pas été pour le pape. Il faut savoir que les JMJ, de l'extérieur, de par ce qui est médiatisé, on peut avoir l'impression que le pape est au milieu et les jeunes qui sont autour. C'est pas complètement ça. Tout ce qu'on peut vivre avant, dans les familles, dans les diocèses d'accueil, pendant les catéchèses, la rencontre avec toutes les nationalités, le festival de la jeunesse, tout ça, c'est des moments qui sont très importants et qui font partie de l'événement. Donc on y va également pour une catéchèse, un message? Parce que depuis une dizaine d'années maintenant, on écoute les évêques dans les catéchèses, ce qui ne se faisait pas autrefois. Et donc, au gré des JMJ, au fil des années, eh bien, les JMJ sont les JMJ du pape et des évêques. Et maintenant, du pape et des évêques et des églises. Et tout le monde s'y met. Et là, si Jean-Paul II n'était pas venu à Cologne, les JMJ auraient quand même eu lieu. Voyez-vous. Et ça, c'est extraordinaire de voir qu'un événement suscité par le pape il y a 20 ans est approprié par le monde entier, puisque même nous avons des événements régionaux en France ce coup-ci. Nathalie, alors vous, est-ce que vous y allez avant tout pour ce rassemblement de jeunes du monde entier ou aussi pour voir Benoît XVI? Alors, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être un petit peu
pas être bien perçue, mais j'y vais malgré Benoît XVI en fait. Parce que c'est vrai qu'avant, Jean-Paul II avait vraiment un charisme et avant les JMJ c'était et pour le rassemblement et pour le pape. Maintenant Benoît XVI, je trouve que, c'est mon opinion personnelle, qu'il a un point de vue qui est un petit peu archaïque par rapport à la société dans laquelle on vit. Donc je n'y vais pas pour lui. Mais cela dit, ça n'empêche pas que c'est le chef de l'Église et que la lettre qu'il a faite pour nous faire venir, est vraiment quelque chose de... Une lettre dans laquelle il vous appelle à être missionnaire pendant ces JMJ. Oui. Ça vous a touché? Oui. Oui. C'est très profond, c'est un appel direct. Maintenant, par contre, la lettre est très longue et on a besoin de se préparer, de l'expliquer, de se voir en groupe, d'en parler, de la lire, de réfléchir, de se poser des questions. Et la préparation est très, très importante. Christelle, vous vous sentirez missionnaire pendant ces JMJ? Oui. Comment vous appréciez ce que dit Benoît XVI, cet appel? Moi, j'y vais plus, par contre, pour l'événement, du fait que j'ai jamais participé à un rassemblement. Mais c'est vrai que ce que dit Benoît XVI, ça pousse encore plus à y aller. Encore le thème de l'Esprit Saint, moi en plus la confirmation, c'est un tout qui fait que... C'est bien lié au choix du thème. Est-ce que les Australiens, je me tourne vers Jean-François, est-ce que les Australiens, vous avez participé à de nombreuses JMJ déjà, étaient nombreux dans les précédents rassemblements, que ce soit en Italie, au Canada ou à Cologne? Oui, c'est vrai qu'ils avaient le même problème que les problèmes qu'on peut avoir pour se rendre en Australie. Donc ils n'étaient pas des dizaines de milliers, mais effectivement, je crois qu'ils étaient plusieurs milliers pour les JMJ de Cologne. Et il y avait aussi une mobilisation sur place. Il faut savoir aussi que, ça on ne se rend pas compte, c'est même si l'Australie c'est très grand, parce que c'est tout un continent à part entière, la population est limitée. 20 millions d'habitants. Voilà, c'est ça. Donc il ne peut pas y avoir non plus... c'est la taille d'un pays comme la France peut-être, et donc il ne peut pas y avoir non plus des quantités astronomiques de jeunes. Mais oui, il y a toujours une mobilisation... pour les JMJ, et donc là encore plus. Ils étaient là à Cologne, Père Olivier? Ah oui, les Australiens, bien sûr, oui. Je ne sais pas à quelle quantité, mais ils étaient là, bien sûr. Ah, on les a vus. Ah oui, on les rate jamais avec leur grand drapeau. Ah oui, ça. Ils étaient plusieurs milliers, et je me souviens au moment où Benoît XVI a annoncé que les prochaines JMJ auraient lieu à Sydney. Ils avaient mis un t-shirt en dessous de leur polo, ils avaient mis un t-shirt avec un kangourou, et ils ont retiré leur polo pour faire... Ils attendaient l'annonce alors. Voilà, c'est ça. Et je pensais en fait on a toujours quelques idées avant les JMJ de savoir où se dérouleront les prochaines JMJ. Et j'en discutais la dernière fois que j'étais en Australie avec des jeunes, et je leur disais, vous étiez un petit peu courant quand même, il devait y avoir quelques fuites, et ils me disaient, non, on attendait que Sydney arrive, on était prêts, mais en fait on était aussi prêts à ce que ce soit pas nous. Donc non, ils étaient nombreux, ils étaient présents aussi pour vivre. Il y avait aussi des personnes de l'organisation qui étaient aussi sur place pour voir comment se déroulent les JMJ, comment on prépare. C'est compliqué d'organiser des JMJ, non? Oui, c'est quand même une grosse machine, un énorme événement, et à partir du moment où on est des centaines de milliers de personnes, c'est jamais simple d'un point de vue logistique, de transport, d'hébergement. Il faut tout concilier, il faut tout préparer, et c'est un peu un défi, même si à Sydney, ils ont quand même déjà un peu l'habitude, notamment avec les Jeux Olympiques. Ce sont des jeunes pour la plupart qui organisent les JMJ, ou parce que vous êtes jeune, vous, par exemple, vous faites partie de... C'est vrai que l'équipe australienne, peut-être, à la différence des autres équipes précédentes, est un peu plus âgée, je pense, que précédemment, parce que ils n'ont pas voulu renouveler peut-être des erreurs ou des maladresses des JMJ de Cologne, et ils ont voulu mettre en place une équipe de professionnels pour justement ne pas avoir à se reprocher quoi que ce soit. Alors c'est vrai qu'ils ont, c'est l'état d'esprit aussi de l'Australie, c'est qu'ils veulent vraiment bien accueillir les pèlerins,
Et donc ils y mettent beaucoup de cœur et beaucoup d'attention, et que sur certains points, quand on leur dit oui mais comme ça avance pas, qu'est-ce que ça devient, et dans ces cas ils le prennent vraiment à cœur. Ils ont l'impression que c'est déjà un peu un échec, donc ils sont très attentifs à ce que ça se déroule bien, et c'est à tous les niveaux, c'est au niveau de l'Église mais aussi au niveau du gouvernement. L'État aide aussi pour cette préparation. Il y a une nombreuses délégations qui sont venues à Longchamp pour pouvoir visiter, savoir comment ça s'est passé pour les JMJ 97. Il y a eu des personnes de l'équipe australienne, mais il y a eu aussi le ministre des Transports qui est venu juste avant Noël. Ils sont contents au niveau du gouvernement que ça se passe chez eux? Oui, ils sont très contents. Ils sont très contents. Il y a des retombées économiques aussi. Peut-être, mais je pense qu'il n'y a pas que ça, parce que les JMJ, c'est peut-être pas l'opération qui sera la plus intéressante d'un point de vue économique. J'ai discuté avec le ministre des Transports que j'ai accompagné à Longchamp pour justement cette visite et voir comment ça s'est déroulé en 97. Et ils sont très contents de la préparation, de tout ce qui se passe, et de pouvoir accueillir les jeunes du monde entier. Père Olivier, on peut imaginer une touche anglo-saxonne comme c'était le cas par exemple à Toronto, au Canada? Est-ce que ça rend les JMJ un peu particulières? On n'imaginera pas une touche anglo-saxonne. Nous aurons une touche anglo-saxonne. Et ça veut dire quoi sur un plan pastoral presque? Ça peut changer quelque chose? Ça, il faudra voir sur place. Je crois que, comme prêtre, je suis très heureux que les jeunes de Paris, les jeunes de France, puissent goûter l'Évangile dans d'autres langues, d'autres façons de célébrer. Et en plus, si nous allons, certains en Corée, d'autres au Vietnam, en Inde, aux Philippines, nous verrons d'autres façons de vivre l'Église et les communautés chrétiennes, notamment les communautés chrétiennes de base. Et ça, c'est des expériences extraordinaires dont on pourra rendre témoignage en France, comprenez-vous. Il ne s'agit pas simplement de témoigner de ce que l'Esprit Saint fait à Paris, à Bordeaux ou en France. Mais il s'agit aussi que nos Français, nos Parisiens, chacun de nous, puisse témoigner de ce que l'Esprit Saint fait en Corée, au Vietnam, en Inde, à Sydney, en Océanie, dans des formes qu'on n'imagine pas. Concrètement, pour ces étapes préliminaires avant Sydney, qu'est-ce qui se passe pour les jeunes? Ils rencontrent des prêtres locaux? Qu'est-ce qu'ils vivent pendant les quelques jours avant d'arriver à Sydney? Alors, avant d'arriver à Sydney, beaucoup vont dans des diocèses d'Australie ou de Nouvelle-Zélande. Donc là, ils vont rencontrer des familles chrétiennes là-bas, des paroisses, ils vont rencontrer le diocèse local. C'est la mise en route. Et vraiment, c'est l'accueil dans les communautés chrétiines en Australie. C'est important qu'il y ait cette étape. Oui, c'est capital. Oui. Avant, oui, parce que d'abord, les temps de transport sont longs, il faut se reposer, et puis il faut se sentir accueilli par des familles. Voilà, il faut qu'il y ait des bras qui s'ouvrent pour vous. Sinon, c'est pas très drôle. Et puis, peu à peu, eh bien, le groupe prend corps et grandit et s'unifie jusqu'aux journées de Sydney. Mais ce qui est très nouveau dans les JMJ de Sydney, qui ne s'est encore jamais fait depuis 23 éditions des JMJ, c'est cette troisième partie après. Où là, de façon très déterminée, la grande majorité des groupes va rencontrer des communautés ecclésiales locales ailleurs. Et ça, on ne sait pas très bien ce qu'on y verra. Mais ce qu'on espère, c'est recueillir véritablement le témoignage que l'Esprit Saint travaille et ferait prendre le corps du Christ là. Père, vous irez où justement, vous, après Sydney? Moi, je pense que je resterai à Sydney, mais le groupe du 19e, 20e, lui, va aller en Malaisie. En Indonésie, pardon. C'est aussi, pour certains groupes, le fruit des JMJ précédentes. Il y a des groupes qui vont dans des communautés locales en Asie. Les liens qui se sont créés ont eu lieu au cours des JMJ précédentes. Donc voilà, c'est un peu une continuité pour certains, un échange, d'aller voir sur place les gens qu'on a pu rencontrer ailleurs. Il y a un forfait toutefois qui existe pour les gens qui ne souhaiteraient ou qui ne peuvent que venir pour les 5 jours officiels, entre guillemets, de ces JMJ, c'est possible? Il y a des groupes qui ont prévu comme ça justement d'emmener les jeunes qui ne peuvent que pendant la période des JMJ parce qu'ils travaillent et qu'ils ne peuvent pas prendre beaucoup de vacances. Donc voilà, ça dépend des groupes. Quel âge l'âge des participants n'a pas changé depuis Cologne? C'est quoi à peu près? 18-30. 18-30 la moyenne. C'est assez massivement l'âge étudiant. Ouais. D'accord. Voilà. Donc 18 ans, et puis nous avons 30 ans en face. C'est très bien sur ce plateau. Les deux âges limites. Mais il y a les mineurs qui peuvent y aller aussi. Oui. Il faut des autorisations. C'est compliqué pour un mineur? Entre 16 et 18.
En fonction des groupes, à partir du moment où les groupes prennent en charge les mineurs, faut un responsable. Voilà. C'est vrai que les JMJ sont plutôt destinés aux 18-30, notamment dans le travail qu'il y a à faire avant, dans la complexité aussi peut-être de certaines catéchèses. Mais certains groupes emmènent des mineurs, effectivement, si ça se fait dans un cadre et dans un accompagnement. Merci à tous les quatre d'être venus sur ce plateau. On arrive au terme de cette émission. Alors, pour en savoir plus, téléspectateurs, le site officiel des JMJ, c'est www.jmj2008.fr. Et puis pour les inscriptions, n'hésitez pas donc à contacter votre diocèse, puisque c'est le diocèse et le responsable diocésain qui s'occupe des inscriptions des JMJ. Alors on parlait des étapes post ou pré-Sydney. Une initiative originale à signaler. Le diocèse de Pontoise va partir avec de nombreux jeunes, parmi lesquels des Chaldéens. Avant d'aller à Sydney, ils feront étape en Nouvelle-Zélande. Enfin, si vous souhaitez réagir à cette émission, comme d'habitude, 2 adresses. D'abord une postale, 12 rue d'Oradour-sur-Glane, et puis l'adresse internet que vous connaissez tous très bien maintenant. Voilà. À bientôt. Au revoir.